Bonjour Geoffroy Didier. On connaît depuis lundi la composition du gouvernement, 34 ministres, pas mal de patrons, de hauts fonctionnaires, mais malgré les consignes de Bruno Retailleau, le gouvernement compte 6 ministres républicains. C'est quand même un camouflet pour votre patron qui a fait de la non-participation au gouvernement l'alpha et l'oméga de cette nouvelle séquence. Ce n'est pas ce que nous souhaitions, parce que les 6 ministres qui sont rentrés dans ce gouvernement sont montés dans un train fantôme. On ne sait pas exactement ce que va dire aujourd'hui Sébastien Lecornu. On ne sait pas si oui ou non il va suspendre la réforme des retraites. Avouez quand même que pour des élus, les Républicains, monter dans ce train mystérieux, c'est quand même risqué de renier ses convictions. Mais Bruno Retailleau n'a pas réussi à les convaincre. Ça veut dire que c'est un patron qui n'a pas de poigne ? Non, c'est qu'il y a toujours des individualités qui sont prêtes à devenir ministres. Ça, c'est vieux comme la Grèce antique. Mais l'important, par rapport à ceux qui nous regardent, par rapport à ceux qui nous ont fait confiance lorsque nous avons été élus dans nos mandats respectifs, c'est d'être cohérent avec nos convictions. Et si, aujourd'hui, Sébastien Lecornu devait suspendre la réforme des retraites, eh bien, ce serait une folie économique et, à mon avis, une erreur politique que nous ne pouvions cautionner. On va en reparler un tout petit peu plus tard, mais un mot encore sur ces ministres. Ils ont été exclus des Républicains. Est-ce que ça veut dire concrètement que Rachida Dati, ministre de la Culture, qui est aussi candidate des Républicains à la mairie de Paris, ne sera pas votre candidate au municipal de mars prochain ? Ce sont deux choses différentes. Là, il y a eu des sanctions disciplinaires. Moi, je vous avoue que je suis contre les exclusions par principe, parce que pour moi, une formation politique doit convaincre plutôt que contraindre et exclure. Donc je ne suis personnellement pas favorable aux exclusions. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais été. Mais de fait, ils le sont exclus. Oui, et Rachida Dati l'est également. Ils se sont en fait mis en retrait. Et il est vrai que lorsqu'on est devenu un ministre LR, alors que la consigne était de ne pas rentrer, c'est normal qu'on soit mis en retrait des instances dirigeantes, par exemple, auxquelles on appartenait. Oui, mis en retrait, mais exclu. C'est-à-dire que c'est quand même écrit noir sur blanc sur le communiqué. Je vous le dis, je ne suis personnellement pas favorable aux exclusions. Donc, concernant le cas de Rachida Dati, est-ce qu'elle est toujours la candidate des Républicains alors qu'elle est exclue de ce parti ? Écoutez, je crois qu'il est urgent d'attendre un peu, que tout cela se calme un peu, que nous fassions la différence aussi entre ce qui se passe actuellement, qui risque d'ailleurs peut-être de ne plus exister dès ce soir, et puis les élections municipales qui seront en mars prochain. Il y a les enjeux locaux, il y a les enjeux nationaux. Tout cela est très différent et je pense qu'il faut un peu temporiser et attendre que la pression... Donc vous voulez garder Rachida Dati comme candidate à Paris ? Non, je dis juste qu'il faut être pragmatique et qu'il faut attendre de voir qui est le mieux placé à Paris pour porter nos couleurs. Et ça, ce n'est pas la question du jour. Mais je reviendrai pour vous en parler si vous le souhaitez. Avec plaisir. Est-ce qu'aujourd'hui, le responsable de cette nouvelle crise, c'est pas Bruno Retailleau qui a fait quand même toute une affaire de la présence de Bruno Le Maire au gouvernement ? Est-ce qu'il n'a pas fait une faute politique ? Non, ne mélangeons pas les choses. Je crois que le responsable de tout ce qui nous arrive, malheureusement, pas de ce qui arrive aux formations politiques, de ce qui arrive aux Français, c'est Emmanuel Macron. Certes, avec une dissolution ratée, ça, je crois que chacun en convient, mais aussi avec une politique qui n'est pas bonne, depuis maintenant trop d'années, avec une insécurité galopante, 1000 agressions par jour en France, avec une immigration qui n'est pas maîtrisée, qui donc exaspère les Français, et avec 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Si nous n'avions pas eu cette politique qui malheureusement pose un réel problème à la majorité de nos concitoyens, nous en serions peut-être pas là. Et il est vrai, Alex Bouillaguet, qu'en plus de cela, Emmanuel Macron a tenté de piéger les formations politiques traditionnelles, ce que je trouve un peu malsain. Mais Geoffroy Didier, avouez quand même qu'on a du mal à suivre le fil. Bruno Retailleau était vraiment un partisan d'une participation au gouvernement. Ça a redonné de l'air aux Républicains. Lui-même, ça lui a fait prendre la lumière. Il grimpait dans les sondages. Et patatras, aujourd'hui, il dit complètement le contraire. C'est incompréhensible pour les Français. Mais ce qui est incompréhensible, surtout, c'est la façon dont Emmanuel Macron... est en train de mener la politique actuelle. C'est-à-dire que, oui, par esprit de responsabilité, par souci de stabilité, nous avons toujours fait preuve de bonne volonté en acceptant de faire partie, avec le gouvernement de Michel Barnier, puis même avec le gouvernement de François Bayrou, j'avoue que ça ne nous faisait pas plaisir, d'accepter de jouer le jeu dans l'intérêt des Français. Mais il y a un moment où lorsque vous ne savez même pas ce que le gouvernement va dire, lorsque le gouvernement s'apprête, parce que c'est le risque réel de ce soir, de renier les convictions de la droite républicaine, il y a un moment où quand vous tirez l'élastique, il finit par craquer. Donc moi j'estime justement sain et logique que nous sortions du gouvernement à un moment où il s'apprête à faire n'importe quoi. Et ce, malgré notre bonne volonté que nous avons maintenue pendant de nombreux mois. Le gouvernement qui s'apprête à faire n'importe quoi, ça va se passer cet après-midi, ce sera à 15h. Sébastien Lecornu va donc prononcer sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Pour les Républicains, c'est toujours un soutien sans participation,
même s'il annonce la suspension de la réforme des retraites. Ne capitulons pas face à la réforme des retraites, dit pourtant Valérie Pécresse. J'ai l'impression que ce matin, vous dites pareil qu'elle. Elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Vous savez, ce n'est pas par plaisir que nous sommes contre la suspension. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas le choix. Nous tous, nous n'avons pas le choix. 17 milliards d'euros d'ici 2030, ce que coûterait la suspension de la réforme des retraites. Mais certains disent que 500 millions cette année, que 3 milliards en 2027. Oui, il y a tous ceux qui ne savent pas compter ou qui font semblant de ne pas savoir compter. Mais il y a une réalité, démographique, il y a une réalité économique, et donc il y a une nécessité politique. Vous savez, la réforme des retraites, c'est un peu comme la ceinture de sécurité dans une voiture. Ça fait jamais plaisir de mettre une ceinture de sécurité, mais on se protège en la mettant et on protège les autres. Eh bien, c'est la même chose. Ça ne nous fait pas plaisir de travailler peut-être un peu plus longtemps, encore que moi j'estime que le travail est un facteur de libération et d'émancipation et qu'on est encore en train de payer les conséquences des 35 heures qui ont fait semblant de faire croire qu'en réalité le travail était une souffrance, mais en plus parce que nous n'avons pas d'autre choix. Mais regardez les autres pays européens, ils sont tous à 67 ans. Bah, attendez, j'entends ce que vous dites, je reviens quand même à 67 ans, 66 ans. Pourquoi est-ce que nous, pour être à 62 ans, est-ce qu'on est plus intelligent, est-ce qu'on est si meilleur que les autres pays? J'entends ce que vous dites. 50 députés LR cet après-midi. J'ai pas l'impression qu'ils disent pareil que vous. J'ai l'impression qu'ils ne voteront pas la censure et qu'ils ne font pas leur affaire de cette réforme des suspensions et qu'ils avalent la couleuvre. Non, je n'utiliserai pas ces mots. Et au fond, je ne peux pas leur en vouloir. Parce qu'ils sont en première ligne. Parce qu'ils savent que s'il y a une dissolution, rien n'est évident pour personne. Donc, je comprends parfaitement l'hésitation qu'un député LR sortant puisse avoir. Et je ne suis pas là pour leur donner des consignes et encore moins les juger moralement. Je vous dis juste, au nom des Républicains, que nous ne pouvons pas renier nos convictions parce que moi, je veux regarder mes électeurs en face. Et je veux pouvoir leur dire, quand vous m'avez élu, notamment sur la réforme des retraites, en disant que nous devions, parce que nous n'avions pas d'autre choix, réformer la réforme des retraites, comment voudriez-vous que j'aille devant eux demain en leur expliquant finalement ce que vous avez pensé, ce pourquoi vous nous avez fait confiance, on s'en fiche complètement. Vous voyez, moi je m'engage dans mon pays, pour mes convictions. Et je ne cesserai jamais de tenter de susciter l'adhésion des Français autour de quelque chose de responsable pour eux, même si ce n'est pas toujours populaire, j'en conviens. Et vous pensez néanmoins que cet après-midi, les 50 députés républicains n'iront pas jusqu'à censurer Sébastien Lecornu? Ça reste des alliés du gouvernement? Non, pas des alliés. Parce que, encore une fois, c'est compliqué pour les députés, c'est vrai. Et puis, il y a un souci de stabilité, je le sais, et que l'instabilité coûte très cher. Je dis juste, moi, je vous donne mon avis personnel, je pense que nous n'avons pas d'autre choix que de censurer, ou en tout cas de contester fortement un gouvernement qui irait à l'inverse de nos convictions. Mais c'est ça ce que je vous dis, honnêtement, c'est logique. C'est d'une logique implacable. Comment, enfin, moi, sinon, j'arrête de m'engager en politique, si c'est pour faire l'inverse de ce que je crois. Un dernier mot sur Sébastien Lecornu. Vous trouvez qu'il s'y prend comment? Parce que visiblement, les Français l'apprécient. Il a fait un bond dans les sondages depuis sa démission et sa renomination. Est-ce qu'on peut dire ce matin, A Star is Born? Je crois que ce n'est pas le sujet. L'affaire est suffisamment grave. Le sort des Français est suffisamment douloureux et inquiétant pour éviter de faire de telle ou telle une star. Et puis vous savez, je crois que malheureusement en politique, il faut être d'une très grande humilité parce que les choses bougent beaucoup, parce que la roue tourne et parce qu'il faut surtout rester concentré sur ses convictions. C'est exactement ce que j'attendrais de Sébastien Lecornu. Mais il s'y prend bien en lâchant par exemple le 49.3, en lâchant sur éventuellement une taxe sur les plus riches. Non, mais c'est habile. Moi, nous avons une ligne rouge. Je sais bien que c'est la mode de parler des lignes rouges, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on arrête d'augmenter les impôts des Français, qu'on arrête avec cette obsession fiscale, qu'on arrête avec cet inventif fiscal qui est insupportable. Nous avons le taux de prélèvement obligatoire, le record des pays de l'OCDE, et vous estimeriez qu'une star is born parce qu'on augmenterait les impôts? Et moi, j'estimerais justement l'inverse. Eh bien, merci Geoffroy Didier. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous.